Et nous nous intéressons à présent à ce nouveau bras de fer entre l'Union européenne et les États-Unis. Quelques heures après l'entrée en vigueur aux États-Unis de nouveaux tarifs douaniers de 25% sur l'acier et l'aluminium, la Commission européenne a publié ce mercredi une liste d'une centaine de produits américains susceptibles d'être aussi surtaxés. L'échéance est fixée en avril pour laisser la porte ouverte aux négociations. Pour parler de cette nouvelle guerre commerciale, nous sommes en direct avec M. Nabil Adel, enseignant et chercheur à l'ESCA. Bonjour Nabil Adel et merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, le président américain Donald Trump a mis sa menace à exécution. Les droits de douane de 25% sur l'acier, l'aluminium sont entrés en vigueur ce mercredi. L'Union européenne a riposté du tac au tac. Quel impact sur l'économie à court et à long terme sur les deux côtés de l'Atlantique? Alors, les impacts sont multiples. Donc, le premier impact à court terme, c'est la réaction des marchés financiers qui ont risque de fortes pertes suite à une anticipation de la poursuite de cette guerre. Et on sait qu'une guerre commerciale dans un monde mondialisé est la pire chose qui puisse arriver, dans la mesure où une bonne partie de la croissance économique provient des échanges extérieurs. Donc, menacer la stabilité de ces échanges extérieurs, effectivement, affecterait la croissance à court terme. Maintenant, à long terme, vous avez des ramifications beaucoup plus importantes, parce que là, on parle quand même d'une guerre commerciale qui exacerbe les tensions entre les différents pays et qui peut déstabiliser durablement les relations entre plusieurs partenaires. Aujourd'hui, on voit que Donald Trump pénalise d'abord ses alliés, et donc ça remet en cause des alliances qui ont été bâties depuis plusieurs dizaines d'années, un siècle ou deux, et d'autres depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc aujourd'hui, on va tout ça voler en éclats. Jamais on assisté à de telles tensions et à un tel niveau d'alliance entre les pays. Traditionnellement, quand il y a des guerres commerciales entre pays adversaires, aujourd'hui, la nouveauté, c'est que nous sommes sur des guerres commerciales entre pays partenaires. Ces tensions commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis peuvent-elles, selon vous, avoir un impact sur les autres pays et sur l'ordre économique mondial dans son ensemble? Alors, nous avons deux hypothèses. Alors, si on considère que Donald Trump, de par sa personnalité, fait ça dans un souci de négociation et qu'il ne les mettrait pas à application, mais juste qu'il essaie d'améliorer sa position dans les négociations, je pense qu'on peut éviter le pire. Maintenant, s'il les met à exécution, il va forcer les autres pays à réagir. Et s'il réagit, ça va être la catastrophe au niveau commercial international. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà sur une reprise lente des conséquences de la Covid-19. Suite à ça, il y a la poussée inflationniste un peu partout dans le monde. Ensuite, la guerre d'Ukraine et les événements du 7 octobre. Donc là, c'est un énième chapitre de conflit. Et si jamais une guerre commerciale ouverte éclate, croyez-moi, l'économie mondiale n'en sortira pas indemne. Parlons maintenant de la liste des produits établie par la Commission européenne. On parle des volailles, des fruits, des légumes, des équipements de loisirs et autres. Comment peut-on expliquer le choix de ces produits? Est-ce que, selon vous, ont-ils une signification particulière pour les États-Unis? Tout à fait, c'est une très bonne question. En fait, l'Europe va essayer de viser les produits en provenance d'États républicains ou d'États qui ont voté pour Donald Trump, comme ça pour lui infliger le maximum de peine. Ils vont pas essayer d'y aller tous azimuts, mais ils vont, dans leur réponse, sélectionner des produits qui émanent d'États à forte connotation républicaine. Donc, le choix n'est pas fortuit, parce que vous avez une base agricole qui est importante qui a voté pour Donald Trump. Certains États qui exportent les produits vers l'Europe, qui ont aussi voté pour Donald Trump. Donc, ce sont des États qui vont traditionnellement voter républicain, et le fait de viser particulièrement les produits en provenance de ces États vise à affaiblir Donald Trump dans la perspective des élections de mi-mandat. Et donc, pour ne pas avoir ce contrôle total qu'il y a sur toutes les institutions aux États-Unis. Donc, le choix n'est pas fortuit, alors que Donald Trump, il va presque tous azimuts.
là, l'Europe choisit bien sa guerre et les produits les produits qu'il vise. L'objectif de ces nouvelles mesures est-il de pousser les États-Unis à revenir sur leurs décisions concernant les droits de douane sur l'acier et l'aluminium? Cela devrait-il fonctionner? Qu'en pensez-vous? Alors, première question, aujourd'hui, le monde ne sait pas ce que veut Donald Trump. Et ça, c'est quelque chose. Alors aujourd'hui, pour lui, un déficit commercial est quelque chose de mauvais. Et dans son logiciel économique, pour lui, il va surtaxer les produits importés, réduire les impôts aux États-Unis. Comme ça, il va pousser les entreprises à venir produire localement plutôt qu'à importer. Bon, c'est un raisonnement qui est mercantiliste. On raisonne plus comme ça depuis le XVIe siècle. Aujourd'hui, le déficit commercial n'est ni bon ni mauvais, ça dépend comment il agit sur la croissance économique. Donc, pour Donald Trump, à partir du moment où j'achète plus au reste du monde que je lui vends, c'est mauvais. Et donc, le seul moyen pour moi de rattraper, c'est de rendre les produits que j'achète moins compétitifs que les produits que je produis localement. Or, ce raisonnement-là se heurte à deux limites. D'abord, est-ce que tous les produits dont je vais essayer de limiter l'importation, je peux les produire localement? Ce n'est pas toujours certain. Vous avez des produits que la Chine sait faire parce qu'elle a mis en place des infrastructures sur plusieurs décennies, elle a développé un savoir-faire, elle a une main-d'œuvre compétitive, et ce sont des choses qui se mettent en place sur plusieurs décennies. De même pour un certain nombre de produits. Donc, venir aujourd'hui et penser que le seul levier douanier va suffire à rapatrier la production au niveau des États-Unis, c'est quelque chose d'assez risqué. Le deuxième élément auquel il faut faire attention, c'est que le déficit commercial américain est lié aux habitudes de consommation du peuple américain. Et quand on a un déficit commercial, ça veut dire qu'on achète plus qu'on vend, et ça veut dire qu'on consomme plus qu'on produit. Or, quand on consomme plus qu'on produit, le problème n'est pas chez les pays qui nous vendent, mais chez le pays lui-même qui achète. C'est une société qui a atteint un certain niveau de développement, où maintenant on a atteint ce qu'on appelle en économie le stade de la consommation de masse. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont un niveau de vie tellement élevé qu'une bonne partie de leur revenu va à la consommation. Et donc, même si demain les États-Unis essayaient de remplacer cette consommation par des produits locaux, je ne pense pas qu'ils y arrivent parce qu'ils n'ont pas l'effet de masse. Okay, donc aujourd'hui, le monde ne sait pas ce que veut Donald Trump. Je pense que pour lui, il veut juste rééquilibrer les échanges commerciaux sans aller jusqu'au bout de ces menaces. On l'a vu à plusieurs reprises. D'ailleurs, on voit qu'il commence par faire des déclarations fortes, des déclarations fracassantes, des menaces très puissantes, et puis après, il revient dessus petit à petit, mais en améliorant sa position dans la négociation. Je pense que c'est sa stratégie. Monsieur Adel, parlons des solutions. Quelles solutions, selon vous, peuvent être envisageables pour éviter une escalade qui nuirait à l'économie mondiale? La solution, c'est de refaire les élections et ne pas voter pour M. Donald Trump. C'est ça, c'est la solution. À part ça, ça semble très compliqué. C'est indissociable du personnage. Il est comme ça. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'ouvrir plusieurs chantiers en même temps et plusieurs conflits en même temps. Donc, il a des conflits avec les Arabes suite à la proposition de déportation de la population de Gaza, avec l'Europe, avec le Canada, avec le Mexique, avec la Chine, en interne face à son administration. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'ouvrir plusieurs conflits. Sa personnalité est comme ça. Maintenant, je ne pense pas que j'espère que ce qu'il fait, c'est juste dans le but de négocier, mais s'il met à exécution ces menaces, ça va être très, très difficile de revenir en arrière. La meilleure chose que beaucoup de spécialistes espèrent, c'est de passer 4 ans d'orage et puis espérer que dans 4 ans, on ait affaire à un président qui est moins conflictuel commercialement que M. Donald Trump. Maintenant, je pense qu'il va revenir à la raison quand il verra les effets négatifs de ce qu'il est en train d'infliger au reste du monde sur l'économie américaine. Les marchés ont déjà commencé à lui faire sentir, parce que déjà, il y a une baisse importante. Je pense que l'un de ses meilleurs lieutenants, en l'occurrence M. Elon Musk, voit Tesla s'effondrer en bourse et ses ventes chuter. Donc, à tel point que M. Trump a été obligé de sortir pour faire presque la promotion de ses voitures. Donc, on sent qu'il y a quand même un vent de réflexion, parce que on ne dit pas qu'il va revenir sur ses décisions. Il
une pause, le temps de voir comment on va négocier. Monsieur Nabil Adel, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur à l'ESCA.